Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le statut de la location meublée, c'est un statut qui s'apparente au fonctionnement de la petite entreprise. C'est-à-dire que la différence de la fiscalité des revenus fonciers, que peut-être vous connaissez, en fait, en France, il y a deux schémas pour fiscaliser les revenus locatifs. Soit vous louez un logement nu, c'est-à-dire sans meubles, et la fiscalité de vos loyers, c'est du revenu foncier. Soit vous louez un logement avec des meubles, et la fiscalité de vos revenus, c'est ce qu'on appelle de la location meublée. Et là, vous n'êtes plus dans la famille du revenu foncier, mais dans la famille du BIC. Vous avez quitté le civil pour le commercial. Bon. Et dans cette famille de location meublée, vous avez encore deux familles. La famille de la location meublée professionnelle, qui répond à des conditions d'éligibilité. Si vous êtes dans ces conditions d'éligibilité, vous êtes loueur en meublé professionnel et vous êtes dans la famille des BIC professionnels. Soit vous êtes loueur en meublé non professionnel, et là vous êtes toujours dans la même famille des BIC, mais dans cette famille, cette fois des BIC non professionnels. Et quand on a compris qu'on est dans la famille des BIC, on peut aussi comprendre qu'on a dans cette famille des BIC un certain nombre de passerelles avec des dispositifs qui s'appliquent à la petite entreprise aujourd'hui ou à l'entreprise, mais en général. Donc, par exemple, pour ceux qui connaissent, on peut rentrer dans ce qu'on appelle les taxes du trait, on peut rentrer un certain nombre de choses, et en particulier, on peut aussi rentrer dans les schémas du RSI qui sont le régime social des indépendants. Qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est qu'un certain nombre d'entre nous, d'entre vous, peuvent imaginer un jour, de manière subie ou pas subie, mais être à la recherche soit de cotisation retraite, soit d'une couverture d'assurance maladie ou d'une couverture sociale. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de clients tous les ans qui, parce qu'ils ont cédé une entreprise, et puis il se fait qu'à un moment donné, on a un acheteur, et puis l'acheteur, on peut toujours lui dire non, parce qu'il me reste encore 3 ans à travailler, et ma retraite, je l'aurai que dans 3 ans. Quand on a l'acheteur, des fois on vend, ou parce qu'on a très bien gagné sa vie, et puis à 50 ans, on pourrait arrêter de travailler, mais qu'on n'arrête pas de travailler, parce que si on arrête de cotiser pendant 15 ans, on va se taper une telle retenue sur ses reversions pour continuer à travailler, et puis qu'on a aussi une particularité en France, c'est que si on ne travaille pas, on n'a pas de couverture d'assurance maladie. Et puis pas de couverture d'assurance maladie, c'est bien tant qu'on n'est pas malade. Et donc effectivement, on a cette capacité, en rentrant dans un régime de location meublée, de rentrer dans le régime du RSI. Rentrer dans le régime du RSI, on peut y accéder de deux manières. La première manière, c'est en étant loueur en meublé professionnel quand on fait une acquisition en nom propre. Donc je vous rappelle, pour être loueur en meublé professionnel aujourd'hui, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est générer un minimum de 23 000 € TTC de recettes locatives. La seconde, c'est d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Et la troisième, qui est une condition un peu compliquée, c'est qu'il faut que ces 23 000 € de recettes locatives soient supérieurs à l'ensemble des revenus d'activité du foyer fiscal. Donc ça s'adresse à des gens qui ont moins de 23 000 € de revenus d'activité. Ou qui ont plus de recettes. Il faut qu'il y ait plus de recettes que de revenus d'activité. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour être professionnel aujourd'hui, si vous avez 30 000 € de recettes locatives, il faut déclarer moins de 30 000 € de revenus d'activité. Par revenu d'activité, on entend revenus BIC, BNC, revenus des gérants majoritaires, bénéfices agricoles, traitement et salaires bien sûr, y compris les pensions de retraite. D'accord ? On ne retient pas les revenus fonciers, on ne retient pas les revenus capitaux mobiliers. Donc ça nous arrive pour des gens qui sont chefs d'entreprise, qui peuvent jongler entre une rémunération et des dividendes, de pouvoir rentrer dans les clous. Donc par principe, on se rend bien compte que quelqu'un qui est en activité, moins de 23 000 €, moins de 30 000 € de revenus, c'est quand même pas très simple. Et donc, le caractère professionnel pour quelqu'un qui continue à travailler ou qui a même des pensions de retraite est compliqué à obtenir quand on achète en nom propre. Donc ça nous arrive de l'avoir uniquement pour des gens qui ont quasiment plus de revenus. Donc de temps en temps, pour des gens, des sportifs de haut niveau qui ont arrêté de travailler, des gens qui ont cédé une entreprise et puis la majorité d'entre eux, ils n'ont pas le droit aux indemnités Pôle emploi, donc pendant un certain nombre de temps, ils n'ont pas d'indemnité compensatrice et ils ne sont toujours pas à la retraite. Donc on a quelques cas particuliers avec lesquels on y arrive. Mais être professionnel aujourd'hui, ça reste qu'à des cas très spécifiques quand on achète en nom propre. La deuxième possibilité, c'est de recourir à ce qu'on appelle une SARL, donc une société à responsabilité illimitée, qu'on va en règle générale faire rentrer dans le régime des sociétés de personnes, donc c'est en fait ce qu'on appelle des SARL de famille. Et vous pouvez être dans le ressort du RSI quand vous avez une SARL de famille et que vous en êtes le gérant. Que vous soyez professionnel ou non. Et pour être au RSI, il faut être gérant majoritaire de SARL. Et donc peut-être que ça peut intéresser. C'est uniquement
genre, elle peut être une personne ou Alors, elle peut être une personne, auquel cas c'est une EURL, mais ça a une distinction. C'est que le gérant majoritaire de SARL, il est au RSI, et le gérant minoritaire de SARL, il n'est pas au RSI. Par contre, quand vous êtes en EURL, que vous soyez gérant majoritaire ou non, vous êtes au RSI. Vous ne pouvez plus en sortir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est qu'on joue avec la gérance dans les SARL pour dire tant que j'ai besoin de cotiser, je me mets gérant, et quand j'ai plus besoin de cotiser, je me sors de la gérance et j'en ai un autre, qui sera un minoritaire cette fois-ci. En EURL, c'est pas possible. Quand vous êtes en EURL, vous cotisez, vous êtes au RSI tout le temps. Donc ça a moins de souplesse que la SARL. Par contre, pour être en SARL, il faut être deux. Et quand vous n'avez pas le deuxième, eh bien, vous montez une EURL. Voilà. Il faut quelqu'un d'une famille pour monter une SARL avec soi. Donc l'avantage, on va partir... Pardon? Je dis, il ne faut pas divorcer, se marier. Ah oui, il ne faut pas divorcer, absolument. Et être veuf. Pardon? Eh bien, veuf, ça n'est pas une qualité pour être deux. Donc quand vous êtes veuf, vous êtes tout seul. C'est sûr. Donc quand vous êtes veuf, si vous regardez votre SARL de famille, ben, elle devient une URL, ou alors vous transmettez des parts aux enfants, et puis vous remontez des SARL avec vos enfants. Donc, et votre statut du RSI, il va rester tel quel ou pas, avec toutes les manifestations qu'il y a eu des artisans? alors, c'est pas tout à fait. Le sujet n'est pas celui-ci. C'est demain de se dire est-ce que le RSI sera en capacité de payer les obligations de retraite. Le sujet du RSI, je serais quand même très étonné que demain on arrête de demander des cotisations aux professions libérales parce que le RSI, il est là. Hein, le RSI. Changer au niveau des cotisations Ça changera peut-être. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand vous êtes TNS, votre régime de couverture sociale, c'est le RSI. Avant, c'était pas le RSI, hein, vous cotisez dans 3 caisses, tout a été remis dans les caisses du RSI. Si demain c'est autre chose, si demain c'est autre chose, eh ben, ce sera autre chose, mais par contre, je pense que c'est pas demain la veille que les travailleurs non salariés cotiseront plus à des caisses de couverture d'assurance maladie, de retraite ou de l'URSSAF. Il y a une chance qu'on cotise moins. Pardon? Il y a une chance qu'on cotise moins. Très faible. Bah, vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver. Franchement, ça, je ne suis pas convaincu. C'est pas très à la mode de cotiser moins pour avoir plus. Mais bon, peu importe. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais aujourd'hui, on regarde tel que c'est comme ça. Donc, quand vous êtes loueur en meublé, que vous soyez professionnel ou non, ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez monté une société pour ne serait-ce que d'acheter un seul bien et que vous êtes gérant de cette société, vous pouvez, en étant gérant, rentrer, si ça vous arrange, dans le régime de RSI et vous procurer une couverture d'assurance maladie ou cotiser à des trimestres de retraite. Ce qui permet à un certain nombre d'entre nous d'imaginer dire j'arrête de travailler plus tôt parce que j'en ai les moyens, parce que j'ai vendu ma société ou patati patata. Je vais cotiser en étant gérant de ma société, je vais donc avoir une couverture d'assurance maladie que sinon je n'aurais plus. Et je vais aussi cotiser à la retraite, ce qui va me permettre de valider en fonction du volume de mes cotisations entre 1 et 4 trimestres par an. Et donc je vais partir à la retraite en n'ayant pas amputé ma retraite, ma version de retraite régime général.